Nous recevons aujourd'hui Hervé Adamy, professeur de sciences du langage à l'Université de Lorraine et membre du laboratoire ATILF. Bonjour Hervé Adamy. Bonjour Hugo. Hervé Adamy, vous travaillez en didactique des langues et en sociolinguistique. Vous avez participé au numéro 413 de La Pensée, intitulé Relativisme, raison gardée, en livrant un article intitulé, lui, Normes linguistiques, la double impasse du purisme et du relativisme. Je le projette à l'écran. Donc, Hervé Adamy, votre article traite de cette question de la norme linguistique et il ancre cette réflexion dans une approche matérialiste. Quelles sont les grandes lignes de cette approche? Alors quand je parle d'approche matérialiste, c'est tout simplement en liant la question de non seulement de l'évolution des langues, parce que j'ai une approche historique, donc rien que ça nous rapproche de notre sujet. Et donc, dans cette approche historique, la conception, je conçois la norme comme un processus qui est d'abord liée à la question de la standardisation des langues. Donc, cette question de la standardisation des langues, de la mise aux normes des langues, elle ne s'inscrit pas dans n'importe quel processus historique. Elle intervient partout, ou presque partout, tout le temps, par rapport aux mêmes conditions sociales, historiques, politiques, c'est-à-dire qu'il y a en général la constitution d'un État ou la constitution d'une puissance publique, la construction, par exemple, ce qui s'est fait en Europe, des États-nations. Donc, à un moment donné du processus social, politique, historique, etc., il y a un besoin de standardiser des langues, de leur donner une cohérence qu'elles n'ont pas forcément en fonction de la multiplication des dialectes. Et donc ça, forcément, en liant ça au processus historique, social, économique, etc., c'est forcément une approche matérialiste, tout simplement, sans avoir besoin d'aller chercher très loin dans les textes fondateurs de Marx et Engels, par exemple. Et puis j'ai aussi une approche dialectique dans le sens où dans cet article, j'essaie de montrer qu'il y a un lien, une unité des contraires entre l'oral et l'écrit, l'écrit étant le lieu de fixation de la norme en général, tandis que l'oral, lui, justement, non fixé ou moins fixé, évolue beaucoup plus, et qu'il y a un moment donné, quand il y a standardisation des langues, elle s'appuie à l'écrit sur une variété de l'oral, et puis qu'à un moment donné, il y a dissociation des deux, et puis un processus de contradiction tel que les deux sont différents, et puis de nouveau, un processus de reconstitution, si on veut, par une réforme linguistique, etc. Et donc, voilà, on a ces deux processus qui sont à la fois matérialistes et dialectiques, concrètement. C'est ce que j'essaie de montrer dans cet article. Oui, vous développez une logique dialectique du rapport entre oral et écrit et ça me semble parfaitement intéressant. Et donc, cette logique dialectique est rationaliste. Il y a une rationalité de cette logique. Mais du coup, la question qu'on poserait aussi, c'est finalement, face aux nombreuses dénonciations relativistes qu'on entend aujourd'hui hein, de la question de la norme linguistique, finalement, en quoi ces dénonciations-là, et que vous rappelez dans votre article, en quoi posent-elles autant problème finalement que les postures normalisatrices et puristes que vous analysez aussi dans votre article? Bah, elles posent problème tout simplement parce qu'en fait, elles sont l'une est l'idiot utile de l'autre. Et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que ces postures normativistes, elles sont très souvent dépassées, elles sont complètement obsolètes. Alors, c'est pas simplement pour dire qu'il faut faire du nouveau pour du nouveau, mais elles s'appuient sur une conception de la norme qui est extrêmement rigoureuse, trop rigoureuse, qui en fait est fondée sur rien d'autre qu'une certaine vision de la norme qui, elle, effectivement, est relative. Mais la norme, en fait, c'est pas tout à fait ça. La norme, c'est la construction en commun d'une variété de langues. Si au départ, la norme, elle est très éloignée des pratiques populaires, par exemple, au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire, elle le devient de moins en moins, notamment avec l'alphabétisation, la scolarisation. Et donc, en fait, il y a un processus d'appropriation de la norme. Et que la norme, elle est plus simplement celle d'une variété, d'une classe dominante, ce qu'elle était sans doute au départ, mais qu'elle n'est plus du tout aujourd'hui. Donc, à dénoncer finalement la norme, on se trouve des idiots utiles, on se trouve des ennemis très faciles. Voilà, on attaque l'Académie française, voilà, on a nos beaux réactionnaires très faciles à. Mais c'est pas ça la norme. En fait, c'est la norme, c'est une façon, c'est devenu la norme d'utilisation dans les sociétés d'aujourd'hui scolarisées et largement alphabétisées.
Donc, en fait, les uns se renvoient la balle. Alors, c'est pas le moyen terme qui convient, dire, voilà, on renvoie les extrêmes à leur position. C'est pas ça, c'est que tout simplement, et les uns et les autres sont pas, à mon avis, dans le bon débat. Puisqu'aujourd'hui, l'école, le travail de l'école, on va y revenir peut-être après, le travail de l'école, c'est précisément de s'approprier cette norme et pas de la refuser. Au contraire. Oui, c'est la question qu'on voudrait vous poser aussi. C'est finalement la norme linguistique, vous montrer qu'elle n'est pas seulement un instrument de domination, mais aussi un instrument d'émancipation. Et c'est le lien avec l'école finalement. En quoi cette analyse que vous faites permet-elle de penser autrement la question de l'échec scolaire, par exemple? Alors, par exemple, là où je prends justement l'histoire est éclairante, c'est que si je l'évoque à la fin de l'article, je peux partir de la fin de cet article-là pour éclairer le reste, mais on se dit si pendant la Révolution française, voilà, ce que j'explique, c'est que les révolutionnaires ont tout aboli, pratiquement tout aboli de leur résistance, sauf ça. Au contraire, ils s'en sont emparés. C'est l'abbé Grégoire ou citoyen Grégoire, selon la position, c'est Bertrand Barrère, voilà, ils ont dit, voilà, c'est un bel et bon instrument, la langue française. C'est pas parce que c'est la francité, c'est un bel et bon instrument. Il faut donc s'en emparer. Il faut le soustraire aux riches. Et donc, pourquoi on aurait aboli des choses qui existaient déjà? Pourquoi on aurait aboli, tout simplement parce que ça venait de la période de la royauté, les premières machines à vapeur? Pourquoi on aurait aboli tout un tas de choses? Voilà. Donc, cette question de la norme, encore une fois, c'est pas la cause de l'échec scolaire, c'est peut-être c'est peut-être le fait que on ne s'en soit pas suffisamment emparé. Et ceux qui, justement, c'est relativistes de la norme, en général, c'est ceux qui la maîtrisent. C'est toujours comme ça. On peut se dire, voilà, les autres, telle ou telle langue, plus ou moins connotée populaire, ou des banlieues, ou de tout ce qu'on veut, elle est aussi bonne, voilà ce que c'est que le relativisme, elle est aussi bonne que la langue standard, voire mieux parce qu'elle est plus créative, etc., etc. Sauf que c'est toujours ceux qui possèdent la norme et qui l'utilisent, y compris les universitaires, qui font carrière dessus, qui mettent sur le même plan, voilà, ces variétés, voilà, il ne s'agit pas de les rejeter, ils vont dire, voilà, c'est de la non-langue, c'est pas ça du tout, c'est qu'elles n'ont même pas le même poids du tout, elles n'ont pas le même poids, comme le dit Bourdieu, et comme on peut le dire nous d'un point de vue communicatif, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même potentiel communicatif, le même répertoire en termes de simplement d'usage de répertoire lexical, par exemple, de nombre de mots à disposition, la structure syntaxique, la structure discursive, voilà, tu sais de quoi il est question. C'est-à-dire que quand on sait très bien que pour construire un texte, pour construire une argumentation, qu'elle soit écrite et orale, il faut un certain nombre d'instruments. Et que ces instruments-là, c'est la langue qui les donne. Et la langue avec une norme qui n'est pas une norme prescriptive ou une norme injonctive, mais qui est la norme de la langue commune. Et là aussi, voilà, je pense que le but de l'école, c'est plus de s'en emparer et de la maîtriser que de la rejeter. Oui, absolument. Ce sont des outils qui permettent d'accéder au monde, de prendre des Tout à positions fait. dans le monde du travail, dans la politique, Bien et c'est sûr. évident que vous montrez très bien que dans l'article que c'est comme ça qu'on peut reprendre une appropriation des moyens Voilà. symboliques. C'est votre mot à la fin de l'article. Mais il y a par exemple, si je peux me permettre, là, je ne l'ai pas cité dans mon article, mais j'aurais pu parce que le nombre de pages était toujours limité. Mais par exemple, un historien qui s'appelle Xavier Vignat, qui travaille sur l'histoire de la classe ouvrière et qui a écrit des choses là-dessus qui montrent bien que les ouvriers, depuis le 19e siècle, et peut-être même un peu avant, mais quand on parle d'ouvriers, c'est plutôt le 19e siècle, qui n'ont jamais cherché à rejeter cette norme, mais au contraire, à se l'approprier pour en faire un instrument de lutte, pour en faire un instrument d'émancipation. Donc, les écrits ouvriers ne sont pas des écrits qui ont cherché à être aux antipodes de la norme. Au contraire, ceux qui ont cherché à être aux antipodes de la norme, c'est plutôt les intellectuels, ceux qui la maîtrisaient déjà. Mais ces ouvriers-là, ils le montrent dans son livre, ont toujours cherché à maîtriser cet outil. Eh bien, Hervé Adami, merci beaucoup. Il me reste qu'à vous remercier d'avoir participé et à cette interview et évidemment au numéro. Et j'espère qu'avec cette présentation, nous allons donner envie à nos lecteurs de vous lire et j'espère que nous aurons aussi l'occasion de vous accueillir très bientôt, une nouvelle fois, dans les pages de la revue La Pensée. Eh bien, j'espère. À bientôt. Merci Hugo. Au revoir.